les 2 ans, on fait un séminaire d'orientation des programmes recherche, développement, formation. Le dernier a eu lieu le 15 mars dernier. Il y avait 111 personnes. Ces 111 personnes représentaient 44 organismes différents. Et le fil rouge d'un bout à l'autre de cette journée de séminaire était l'agriculture écologiquement intensive, avec comme objectif de progresser en matière de sensibilisation à ce beau sujet, d'établissement d'une définition commune pour que tout le monde parle le même langage, et de construction progressive d'un plan d'action qui se décline au niveau politique, au niveau développement, au niveau recherche, au niveau formation, au niveau communication. Et il ne faut pas avoir peur de dire aujourd'hui que l'agriculture, ça doit être rentable. Et pas avoir peur, nous, agriculteurs, de dire qu'on gagne bien notre vie avec l'agriculture. Et ce paramètre doit être pris en compte au même titre que le réchauffement climatique, que tous les autres thématiques qu'on a pris tout à l'heure. Est-ce que les méthodes de recherche doivent évoluer? C'est indéniable. Elles évoluent en permanence, mais il faudra qu'elles continuent à évoluer, et sans doute largement aussi rapidement que ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, parce qu'il y a les sources d'innovation classiques, mais il y a aussi les sources d'innovation qui relèvent du partage d'expérience. Et ça a été dit ce matin à plusieurs reprises autour de l'importance de l'expérience acquise ou de l'innovation développée par les agriculteurs eux-mêmes, donc par les acteurs eux-mêmes. L'idée que notre conversation me donne, c'est qu'il faudrait qu'on ait des cahiers de bonnes pratiques. Parce que moi, je serais agriculteur et je voudrais faire de l'écologiquement intensif. Je chercherais partout où trouver des références. Je passerais des coups de téléphone aux copains et j'aurais tendance à imiter ceux qui réussissent. Mais c'est vrai que je ne trouverais pas aujourd'hui de littérature adéquate. Et c'est ça qui est un peu gênant. Alors, je pense que les organismes de formation doivent rencontrer un peu le même problème. Parce qu'effectivement, c'est les choses qui marchent qu'on va essayer de dupliquer. On ne va pas réinventer les choses à chaque fois. Donc ça, c'est intéressant et je pense que ça c'est une fosse dans laquelle il faut qu'on s'inscrive. Je pense que les coopératives, les chambres, on peut vraiment être moteur là-dessus. Je voulais simplement faire passer l'évidente nécessité, pour développer l'AEI, d'intensifier considérablement les travaux de R&D, à la fois avec de réseaux d'agriculteurs expérimentateurs, mais sans pour autant brocarder ou minimiser les efforts de R que Michel Griffon a aussi développé d'ailleurs dans un certain nombre d'exemples qu'il a pu citer tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, je faisais du lapin. On est rentré dans un programme de démédication. La démédication, pour beaucoup, c'est enlever les antibiotiques. Bon, ça, c'est toujours très facile à faire, sauf que quelquefois, on se prend les pieds dans le tapis. Effectivement, on a tenté quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a des choses nouvelles qui sont apparues dans mon élevage, des comportements nouveaux, hein, pas forcément bizarres, pas forcément mauvais d'ailleurs. Et on s'est rendu compte que la médication couvrait une partie d'une mauvaise nutrition et d'un mauvais type de rationnement. Et le temps qu'on réfléchisse à tout ça, j'ai fait quand même 8 bandes à la suite où j'ai bu le bouillon à chaque fois. Et les formations aux agriculteurs, les formations qu'il faut faire aux agriculteurs, c'est pour avoir la notion d'anticipation. Parce qu'on connaît bien nos animaux, mais on les connaît encore pas assez bien. Il faut aussi réapprendre l'humilité. Faire muter une exploitation agricole, il faut avant tout de la prudence. Tester sur une parcelle, tester sur, si c'est possible, une partie d'un élevage, prendre le temps, et puis au bout de 4-5 ans, quand on voit que ça marche, s'engager un petit peu plus. Mais il n'y aurait rien de si aventureux que de modifier radicalement un système sans savoir où on va, sans avoir les connaissances, parce que personne ne les a finalement, ces connaissances. Alors à l'aide de la décision, on peut imaginer de mobiliser des technologies extrêmement modernes pour aider les gens à la prise de décision. Et on en connaît, il y en a via des satellites, il y en a via des outils d'aide à la décision via le web, etc. Mais la première base de la décision, c'est l'observation. Et je crois qu'on a là aussi un gros chantier à réouvrir, parce que ce n'est pas nouveau, autour de l'apprentissage à l'observation au champ. Alors par définition, l'avenir, on ne saura jamais ce que c'est. Mais on peut baliser, on peut mettre les extrêmes négatifs et les extrêmes positifs et puis construire des hypothèses de cheminement. Et c'est ce raisonnement-là qui sert à maîtriser l'avenir. Donc moi je serai agriculteur. Face à l'incertitude de l'avenir, ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise voilà un premier scénario prudent, voilà un deuxième scénario plus risqué, jusqu'à un très risqué, mais qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais qui peut en faire perdre beaucoup. Et puis vous restez libre de votre choix, vous avez votre libre arbitre. Mais au moins, ceux qui font le conseil permettront de baliser l'avenir et d'imaginer les différents futurs possibles, sachant qu'on ne saura jamais le futur qu'il y aura,
mais au moins on saura que le futur qui se produira, il sera quelque part entre les deux bornes extrêmes qu'on aura envisagées. Et donc ça évite les mauvaises surprises. Et puis si on a été trop audacieux et qu'on a voulu prendre des risques et qu'on se ramasse, on n'a qu'à s'en prendre à soi-même. De la même façon, si on est trop timide et qu'on ne gagne pas assez d'argent, on ne s'en prend qu'à soi-même. Mais il faut apprendre à maîtriser l'avenir. En vous remerciant les uns les autres.